Donc, ce temps de réflexion qui a duré environ 2 ans, ce temps de travail et de projet, nous a permis de déterminer différentes actions, de les hiérarchiser dans la recherche d'efficacité et de possibilités de les réaliser, possibilités déjà financières, de les partager avec des partenaires qui pouvaient être et qui ont été le département, la région, l'État, et puis de se dire maintenant on va le décliner au fil des années. Et puis en 2011, nous avons été identifiés comme pouvant être une petite cité de caractère par les représentants de la région à l'époque Champagne-Ardenne qui s'étaient intéressés à ce programme, à ce concept et qui souhaitaient le développer dans cette région. Alors on a découvert à ce moment-là une charte, un concept, des projets qui avaient été déjà portés dans différentes communes, et plus particulièrement dans la région Bretagne, qui est à l'origine de ce concept. Et là, on a découvert que finalement, ce concept, c'était véritablement pour nous une véritable trame de travail qui venait enrichir ce sur quoi nous étions en train de travailler depuis 2 ans, depuis 3 ans, et qui nous permettait d'avoir une vision beaucoup plus transversale que celle purement patrimoniale que nous avions imaginée. Et c'était vraiment un projet, un véritable projet communal que nous pouvions bâtir autrement. Et nous nous sommes engouffrés dans cette démarche-là pendant 3 années, ce qui nous a permis de rencontrer les techniciens de PCC, mais aussi de rencontrer d'autres communes qui s'étaient déjà engagées dans cette démarche-là. Et ces 3 années de travail, cette manière de remettre sur la table notre projet communal nous a permis, après des mises en œuvre et après de nombreuses actions, nous a permis en 2014 d'obtenir la marque Petite Cité de Caractère. Alors pour nous, ça n'a pas été une fin en soi, bien au contraire, puisque lors de notre 2e mandat, très clairement, nous avons bâti notre projet municipal sur la trame complète de la marque Petite Cité de Caractère. Et nous nous sommes enrichis, puisque étant entrés dans ce réseau, nous nous sommes enrichis des nombreux contacts que nous avons pu avoir, parce que l'autre dimension, et pour des élus, elle est extrêmement importante, c'est la dimension réseau. Cette dimension qui fait que nous allons rencontrer au fil des années, au fil des organisations de rencontres régionales, de rencontres nationales et d'autres événements, nous allons rencontrer d'autres élus de petites cités de caractère qui ont engagé la même démarche en s'appuyant sur leur patrimoine identitaire et qui sont venus aussi enrichir notre propre réflexion. Ce qui veut dire, et c'est là où pour des élus de terrain, ce concept nous va bien, parce que finalement, ce concept, il a été bâti par des élus, il évolue avec les élus pour pouvoir apporter des réponses au fil des demandes de nos habitants, mais aussi au fil de l'évolution de la société. Et on voit bien aujourd'hui combien cette démarche qui part des élus de terrain est une bonne réponse et la réelle réponse aux attentes des habitants d'aujourd'hui pour faire de petites cités rurales qui ont une histoire, des patrimoines, des lieux de vie, des lieux dynamiques qui viennent s'ancrer, qui sont ancrés dans le territoire et qui viennent participer au développement des territoires. Et effectivement, le programme Petite Ville de demain nous donne une capacité d'accélération, une capacité de pouvoir encore mieux décliner ce que nous portons dans nos territoires pour les redynamiser. Donc, nous sommes, à travers cette démarche, de véritables acteurs de dynamisation des territoires. Pour ce qui concerne Herville-Châtel, la démarche patrimoniale, comme dans la plupart de nos petites cités, elle s'appuie effectivement sur un patrimoine qui est là, qui est notre richesse, qui est notre héritage, mais aussi sur ce qui fait la particularité de ce patrimoine. Et encore une fois, cette démarche petite cité de caractère, on le sait bien, nous tous les élus qui nous sommes engagés, c'est une démarche d'authentification et
et de valorisation de ce que nous sommes à travers ce qui nous fait être une cité de caractère spécifique. Pour Herville-Châtel, le patrimoine particulier, c'est le vitrail. C'est le vitrail, donc ce sont toutes les activités du verre. Et nous avons, depuis 2014, et nous continuons à le faire, nous continuons à mettre en avant ce patrimoine particulier à travers un certain nombre d'opérations, dont la première a été la création de la Maison du Vitrail, hein, qui est un lieu de découverte, qui est un lieu qui permet de se projeter dans la cité, de la découvrir à la fois par son patrimoine existant, mais aussi par un certain nombre d'activités. C'est ce que l'image que vous voyez au centre de cette slide, la prison du début du 19e siècle, qui faisait partie de l'histoire d'Herville-Châtel après la Révolution française, est devenue une maison du vitrail. Et à travers l'évolution de ce bâti, c'est encore une démarche spécifique des petites cités de caractère qui est illustrée. Comment peut-on donner à du bâti qui a eu son histoire, qui a eu un rôle dans la cité, une nouvelle vie? Comment peut-on le faire, le rendre adapté aux besoins de la cité d'aujourd'hui? Comment on peut le faire évoluer et par-delà même continuer à justifier de son existence dans le bâti historique de la cité? Cette prison en est un exemple. Beaucoup d'autres exemples pourront être montrés au cours de cette matinée. Et puis, on le voit, la Maison du Vitrail, lieu de découverte du patrimoine, lieu pédagogique, lieu d'échange, d'exposition, un lieu très vivant. Ce n'est surtout pas un musée, mais un lieu vraiment de vie. Et puis, l'église qui a été pour nous, puisque c'est quand même le berceau historique emblématique des remarquables verrières de la Renaissance, de ce bourg médiéval, et puis des créations verrières contemporaines, et aujourd'hui, une autre démarche qui vise à faire venir dans notre cité, faire installer dans des ateliers verriers des métiers d'art, des artistes, des artisans qui valorisent le verre à travers le vitrail, mais aussi à travers des sculptures. Donc on est dans une démarche complète de valorisation d'un patrimoine spécifique dans un bourg historique. Et c'est une véritable renaissance pour nous d'obtenir cette identification, de l'avoir construite. Et nous n'en sommes qu'au début. Donc voilà, une histoire qui se construit à travers un patrimoine. C'est ça la démarche petite cité de caractère, c'est à la fois tirer parti de ce que l'on a, et ça c'est l'expression d'une politique municipale. Et comment la traduire à travers son patrimoine, avec tous les acteurs locaux et avec les habitants. C'est vraiment le troisième pilier de notre démarche qui, si elle a commencé avec des experts, ce qui était nécessaire pour aider les élus dans leur réflexion et dans leurs projets politiques, c'est l'association des patrimoines de tous les acteurs de la cité, petit à petit, à s'approprier l'histoire, à s'approprier leur patrimoine et à faire en sorte de participer par un certain nombre d'actions, quelles qu'elles soient culturelles, qu'elles soient festives, qu'elles soient aussi patrimoniales, donc à travers la valorisation de leur bâti, du bâti le plus modeste qui soit, à faire en sorte que la cité soit une cité vivante et que cette notion patrimoniale, si elle est un marqueur fort, finalement, fasse partie de la réaction pratiquement de l'ADN de l'ensemble de nos habitants et des plus jeunes. Donc, nous sommes en train de réécrire en fait l'histoire patrimoniale de la cité, mais de se projeter dans le 21e siècle avec une participation très forte chez nous, mais je sais qu'elle existe dans beaucoup de petites cités de caractère, des jeunes, des enfants, de nos établissements scolaires, et c'est une valorisation extrêmement intéressante, riche et de relations humaines. Voilà ce que je peux dire de cette démarche, comment nous l'avons initiée et pourquoi nous l'avons faite et pourquoi nous sommes en train de la développer encore. Et je crois que cette histoire sera longue parce qu'elle est très prenante, elle est très positive. C'est un vrai marqueur aujourd'hui du dynamisme de notre territoire et on voit combien il se développe dans d'autres cités pour ces raisons.
et comment nous sommes devenus, à travers cette démarche patrimoniale, de véritables acteurs de la redynamisation des territoires. Je suis à votre disposition, et bien évidemment, pour au fil de cette matinée répondre à vos questions, pas forcément particulières à Herville-Châtel, bien entendu, mais d'une manière plus générale sur ce que nous, élus et Petite Cité de Caractère, avons comme rapport très fort. C'est une association d'élus, je le répète encore une fois. Je vais maintenant passer la parole à Juliette Auriscott, qui est directrice du programme Petite Ville de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci à vous, Juliette, pour votre intervention. Merci, cher Roger, cher Laurent, monsieur le maire. C'était un plaisir, comme toujours, de vous entendre. Je voulais juste signaler, je suis accompagnée d'Emmanuel Lebris, qui est caché, qui a coupé sa caméra, mais qui est également disponible, merci Emmanuel, pour répondre à vos questions tout au long de cette matinée. Emmanuel est chef de projet au sein de la direction de programme, et notamment en charge des partenariats. Merci beaucoup pour votre invitation à ce webinaire. Comme vous le savez, hein, la notion de partenariat, c'est au cœur, c'est l'essence même du programme Petite Ville de demain et plus globalement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, je suis très heureuse d'être ici ce matin. Alors, Petite Ville de demain, en quelques mots, je pense que tout le monde est au courant, donc je vais me permettre d'être très rapide et si besoin, j'y reviendrai. C'est un programme qui a été lancé par Jacqueline Gouraud en octobre 2020, donc piloté par la NCT, qui rassemble aujourd'hui plus de 1600 villes de moins de 20 000 habitants qui ont été sélectionnées pour leur fonction de centralité et également des signes de fragilité qu'elles pouvaient présenter, avec un objectif clair d'améliorer la qualité de vie des habitants dans les territoires ruraux et dans ces petites villes, pour des territoires dynamiques et engagés dans la transition écologique. Et pour ça, on vise à renforcer les moyens des élus sur leur mandat municipal jusqu'à 2026 pour définir, mener à bien leur projet de territoire, quel que soit le moment et le niveau de maturité dans lequel ils se trouvent en entrant dans le programme. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers qui mobilisent tous les partenaires que j'évoquais, notamment financeurs, que sont les ministères, la Banque des territoires, l'ANA, le CEREMA et l'ADEME, avec le soutien en ingénierie, et notamment le financement de plus de 900 chefs de projet sur le territoire. Il y en a déjà plus de 600 recrutés et j'en ai vu un certain nombre dans les participants, donc je les salue bien chaleureusement. La mise en réseau au sein du club des petites villes de demain et puis le soutien aux actions que chaque élu souhaitera mettre dans son projet, bien évidemment. Alors, juste quelques points clés. L'idée, c'est vraiment, par rapport à cet enjeu d'améliorer la qualité de vie des habitants, d'aller chercher tous les leviers possibles. Et donc, on essaye d'embrasser en tout cas toutes les politiques publiques qui peuvent y contribuer. Alors, on pense rapidement à l'habitat, aux mobilités, aux espaces publics et bien évidemment au patrimoine et à la culture, aux enjeux plus globaux liés à la transition démographique. On a une grosse action sur le bien vieillir, sur la sécurité du quotidien aussi, et travailler sur cette tranquillité, cette qualité de vie. Un deuxième angle important, c'est le sur-mesure. Comme je l'évoquais, tout part des projets des collectivités. On est vraiment voilà, aux côtés des élus et de leurs équipes, mais on n'est pas du tout prescriptif sur les thématiques, puisque voilà, à la fois la lecture des enjeux territoriaux et des habitants, et puis le chemin tracé et la vision revient aux élus qui portent leur projet. Un troisième angle, c'est cette notion de projet qui est important. On est résolument tourné vers l'action, mais on demande à ce qu'il y ait un projet formalisé. C'est important pour se donner le temps de prendre un peu poser un diagnostic, prendre un peu de hauteur, se fixer un cap, ce qu'évoquait monsieur le maire à l'instant. Et à ce titre, les actions Petite Ville de demain s'intègrent dans les contrats de relance et de transition écologique, qui sont la nouvelle contractualisation entre l'État et les collectivités. Donc, ça alimente directement ces nouveaux CRTE. On s'inscrit dans un temps long. Alors, le temps du mandat municipal, même si on sait bien que les enjeux de revitalisation dépassent largement une durée de mandat. Néanmoins, voilà, ça a été un souhait du gouvernement très fort de fixer sur 6 ans et de s'appuyer et de se caler sur le rythme de la vie locale, à savoir des mandats municipaux. Et puis, le dernier point sur lequel je commençais, la notion de partenariat, où on ne sait rien faire tout seul. Et notre objectif au sein de la NCT, de la direction de programme, c'est vraiment d'aller chercher tous les
leviers d'action, financeurs, experts, qui peuvent être utiles aux projets locaux. Et également, au niveau local, peut-être, point sur lequel je n'ai pas insisté, l'agence a la chance d'avoir des délégués territoriaux en la personne des préfets de département qui portent, qui animent Petite Ville de demain dans chaque territoire et permettent aussi, pour les exécutifs départementaux ou régionaux qui le souhaitent, d'aller chercher des synergies dans le soutien à la revitalisation des centralités. Alors, si je reviens sur Petite Cité de caractère, comme je l'évoquais, je suis particulièrement heureuse d'être là ce matin parce que je crois que je peux le dire de manière aussi directe, on est très fiers et très honorés du partenariat qu'on a historique entre Petite Ville de demain et Petite Cité de caractère, puisque dès 2019, lorsque le Premier ministre annonçait le principe du programme Petite Ville de demain dans le cadre de l'agenda rural à Uzès, à l'occasion des assises de l'Association des petites villes de France. Il y avait une dizaine d'irréductibles déjà engagés, très très volontaires et qui ont permis de façonner ce qui est aujourd'hui le programme Petite Ville de demain. Et Petite Cité de caractère en était. Et d'ailleurs, Madame Gatel a signé cette lettre d'engagement dès les prémices du programme, avant même sa naissance. Petite Cité de caractère était avec nous et j'en suis très heureuse et merci encore puisque ça a été très déterminant pour façonner encore une fois ce programme et puis maintenant le porter. Donc ça nous engage collectivement désormais. Également, petit point important à avoir en tête, dans ce cadre de partenariat, il n'y a pas de formalisme, mais on signe des conventions de partenariat avec quelques partenaires clés. Et encore une fois, Petite Cité de caractère a fait office de défricheur, de premier de cordée, puisque c'est avec vous qu'on a signé la première convention de partenariat spécifique à Petite Ville de demain au sein de l'agence dès mars 2021. Donc voilà, on est ravis. Et aujourd'hui, cher Laurent, si mes chiffres sont bons, il y a 91 petites villes de demain qui sont labellisées Petite Cité de caractère. Donc on en est très heureux. Et justement, ça me permet d'évoquer peut-être concrètement qu'est-ce que ça permet, ce partenariat, au-delà de soutenir et de mettre en lumière ce beau réseau et ce beau label pour les communes qui souhaiteraient s'en emparer. Ces 91 petites villes de demain, ça constitue réellement des véritables laboratoires et des démonstrateurs sur lesquels on s'appuie allègrement dans le cadre du club des petites villes de demain que j'évoquais tout à l'heure. Comme l'évoquait Monsieur le maire à l'instant, la valeur du réseau, elle est inestimable, même si c'est de l'intangible. Ça permet d'échanger, de se réassurer entre nous, d'oser innover aussi, puisque ce n'est pas l'idée d'aller plaquer des solutions, mais voilà, de se dire, tiens, si d'autres ont été là-dessus, peut-être que je peux m'engager dans une voie, un pas de côté, prendre le temps de s'opposer. Et puis dans l'échange, on sait bien que c'est là que les belles idées émergent. Et donc, par exemple, en termes de locomotive qu'on a déjà mis en valeur à l'occasion des activités du club, je pense par exemple à la semaine thématique patrimoine et culture, bien évidemment, où Guy Caran, le maire de Tréguier, avait pu témoigner de la transformation de cette ancienne cité épiscopale, avec notamment la transformation d'un ancien couvent sur un pôle circassien, et notamment cette école du cirque très dynamique désormais à Tréguier. Et puis aussi cette fonction de laboratoire et démonstrateur aussi pour la dimension très plurielle du patrimoine que vous portez, avec notamment encore la semaine dernière, à l'occasion de la semaine engagement et participation citoyenne, où M. Griffo, le maire de Melle, a pu témoigner de comment associer les citoyens dans cette démarche patrimoniale. Excusez-moi, je suis en plein... j'ai juste une urgence enfant. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. C'est le réel qui fait irruption. Et donc, excusez-moi, je reprends juste. Et pour finir, donc, le témoignage de Mel avec ce tiers-lieu et les associations des citoyens, on voit bien que l'enjeu patrimonial irrigue très largement. Bien évidemment, il y a également l'apport de méthodes avec les fiches et les guides que publie et prépare Petite Cité de caractère, et puis l'offre de services pour les communes intéressées, notamment avec l'appui pour l'organisation d'ateliers participatifs en amont de la définition des projets.
Et peut-être pour conclure, pour ne pas être trop longue, et je reviendrai sur les points que vous souhaiteriez, bien évidemment, je voulais insister sur le fait aussi que ce partenariat, au-delà de la vision un peu utilitariste de la boîte à outils qui irrigue nécessairement un programme comme Petite Ville de demain, me permet de revenir sur ce qui me semble être une vision convergente entre nous, mais je laisserai Laurent et Roger réagir si je dis des énormités. Déjà, le fait que le patrimoine et la culture plus globalement sont au cœur des enjeux de cohésion, et d'ailleurs le nom de l'association Petite Cité de caractère le dit bien, par ce terme de cité qui est très fort et porteur de sens. Bien évidemment, l'ensemble des services de l'État sont aux côtés des collectivités, et notamment des petites villes de demain, via notamment les DRAC et les architectes conseils de l'État. Le partenariat, l'implication d'associations dynamiques comme Petite Cité de caractère contribue très largement à façonner et à aller collectivement vers plus de cohésion. Un deuxième point clé, c'est le fait que le patrimoine est vraiment un des points d'appui très clairs pour s'interroger sur quelle est l'identité d'un territoire et construire son récit. On est beaucoup revenu dessus lors du colloque sur Regard sur les territoires organisé par l'ANCT cette semaine. On y revient régulièrement. On a d'autres partenaires qui contribuent, je pense notamment aux recherches-actions que peut porter PopSud Territoire. Mais cette notion de quel est mon récit, où je vais, ça soulève des montagnes. Et prendre appui sur ce qu'on est. Et je crois que l'illustration de la Cité du Vitrail l'illustre bien, comment on fait sens et on rassemble autour de soi. Donc cette notion de récit et d'approche nécessairement locale et ancrée est assez déterminante. Un troisième point, il me semble, de convergence entre nous, c'est que le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Il y a un rôle moteur et catalyseur des collectivités, et on est encore une fois aux côtés pour aller vers ça, mais on est sur une approche très, alors le terme est à la mode, inclusive. En tout cas, voilà, la notion de patrimoine embarque tout le monde, et tous peuvent être acteurs de ce patrimoine. On le voit bien sur différents angles, notamment d'engagement et de participation. Et puis, dernier point également sur lequel je voulais insister, il me semble, c'est que ces notions de patrimoine permettent aussi, c'est une clé d'entrée aussi pour poser son diagnostic. C'est aussi une très bonne clé d'entrée pour questionner la notion d'échelle. À quelle échelle se situent les problèmes ou les difficultés auxquelles on fait face? À quelle échelle s'oppose la solution? On n'a pas forcément les mêmes niveaux d'échelle selon les difficultés, selon les solutions, mais en tout cas, le patrimoine fait partie des sujets sur lesquels il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'on raisonne à l'îlot, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle d'un territoire plus large? Et voilà, se poser cette question de l'échelle, elle est très déterminante. C'est aussi pour ça que dans Petite Ville de demain, on insiste toujours sur la notion de centralité. Pardon. Ce n'est pas juste, je disais, donc, du pointillisme et 1600 villes positionnées sur la carte, mais bien des centralités qui remplissent un rôle éminent dans la vie quotidienne et l'économie et l'écosystème plus global territorial. Ça se matérialise, comme je l'évoquais, dans les CRTE, mais encore une fois, il me semble que voilà, il y a plusieurs points d'appui et le patrimoine peut être un très bon point d'appui pour poser ces questions-là, les réinterroger et trouver les échelles d'action les plus pertinentes pour porter vos projets. Voilà, en quelques mots, je m'excuse des petits désagréments, mais je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Madame la directrice, chère Juliette. On voit à travers vos derniers propos combien le parallélisme qui existe entre notre démarche et le programme Petite Ville de demain, ses caractéristiques, est tout à fait similaire, et combien vous êtes une ambassadrice de ce que nous sommes à travers vos propos, ce qui explique pourquoi aussi notre présidente Françoise Gatel, dès les premières heures, s'est intéressée pour Petite Cité de caractère à ce programme, qui nous va vraiment très très bien en termes d'ingénierie, en termes de soutien. Donc voilà, j'espère que nous allons tous, ces plus de 90 petites cités de caractère, être vraiment des porte-drapeaux dynamiques de ce magnifique programme de valorisation de nos cités et de nos territoires. Merci pour votre intervention. Du coup, je vais rebondir un peu sur ces deux présentations. Donc, moi, je suis Laurent Mazurier, directeur de l'association Petite Cité de caractère de France. Donc, on va vous faire une présentation en 4 temps et comme Valérie vous l'indiquait en introduction, à la fin de chaque temps, faire une
une pause pour regarder et partager les questions qui seront posées. Doucement partir de ce que sont les petites cités de caractère et rebondir sur les propos notamment de Roger pour aller vers les outils qu'on a développés et qu'on met à la disposition des communes et autres acteurs, notamment dans le cadre de Petites Villes de demain. Alors, une petite cité de caractère, pour revenir rapidement sur ce que c'est, on est donc sur un projet qui est ancien, qui a été créé au milieu des années 70 en Bretagne, au début sur donc une association régionale et qui, dès le début, va porter un intérêt. En fait, on est sur une trilogie à la création de l'association, les villages, les villes, et puis dans cet entre-deux, les cités. Donc, ces communes qui sont très particulières puisqu'elles ont à la fois des caractéristiques de leur ruralité, mais aussi de l'urbanité, qui ont un passé de cité, on reviendra là-dessus, mais qui, à cause des aléas du temps et des différentes grandes époques de l'histoire, ont perdu de leur superbe et de leur rayonnement. Donc, c'est vraiment au départ comment accompagner notamment les élus municipaux dans la sauvegarde et la gestion de ce patrimoine à une époque où on s'y intéressait relativement peu. Et on a un modèle breton donc, qui va essaimer dans différentes régions de France. Et à partir de la fin des années 2000, le projet va prendre une dimension nationale, la création d'une association Petite Cité de Caractère de France, mais plus comme une fédération. On garde un ancrage, et ça c'est aussi une de nos caractéristiques, avec des relais régionaux. On reviendra là-dessus justement par rapport au prolongement de toutes ces questions et de la suite, avec les contacts que nous avons dans les différentes régions. Et donc un réseau qui continue de se développer. Aujourd'hui, certes, il existe depuis plusieurs décennies dans certaines régions, mais il est tout neuf dans d'autres. Donc, on est vraiment sur ce réseau aussi qui continue de se déployer à travers la France. Alors, on est dans les caractéristiques des petites cités de caractère, je l'ai dit, on est sur des cités. On est sur des communes qui racontent des histoires de ville et de centralité. Certaines ne sont plus aujourd'hui des centres, mais elles ont un passé de cité. La majorité de nos communes restent encore des villes qui ont une aire d'influence et une zone de rayonnement. Et justement, et ça fait partie du projet de l'association, sur les communes qui souhaitent garder cette attractivité. Le tourisme dont on va parler est une conséquence de l'attractivité, du travail sur l'attractivité des communes. Mais la première commande politique qui est faite par les élus dans le cadre des petites cités de caractère, c'est qu'on veut rester des villes, donc être attractif pour des habitants, être attractif pour des commerces, être attractif pour des entreprises, des artisans, etc., etc. Cette notion d'attractivité et cette notion de garder les fonctions urbaines est au cœur du projet des petites cités de caractère. On va après travailler, ça fait partie du projet, on va en reparler, sur la mise en tourisme, mais ce n'est pas l'objet du programme Petite Cité de Caractère. On est également, et ça c'est une caractéristique forte, Roger l'a évoqué, sur l'idée de travailler sur la cité elle-même comme un objet patrimonial. C'est-à-dire qu'on est vraiment non pas sur une somme d'éléments qui vont être remarquables, mais sur un tout, un écosystème urbain, et c'est une autre dimension qu'on va croiser justement avec cette idée de travailler sur la cité comme un objet patrimonial, où tout va interagir. Le bâti public, les éléments remarquables, les monuments historiques, les espaces publics, le bâti privé. Et donc, cette idée de travailler sur l'ensemble de la cité, là, on a quelques exemples avec Domfront en Normandie, Rocroi, qui est une cité Vauban, ou Brantôme avec la cité de l'Abbaye, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est l'idée de travailler sur cet écosystème. Et les outils qu'on va mettre en place ont vraiment cette idée de travailler sur la cité dans sa globalité comme un objet patrimonial. Autre point également, et ça c'est souvent un travail que l'on fait, on voit de plus en plus prégnant, c'est l'idée de ce que nous on considère comme du patrimoine et la matière première patrimoniale sur laquelle on va travailler, ce n'est pas que le patrimoine culturel matériel. C'est toute cette somme des héritages qui soient matériels, immatériels, culturels, naturels, ce que portent les habitants et qui à un moment, comme le disait Juliette, vont constituer l'identité d'un territoire et de ses habitants. Et à un moment, identifier et toujours révéler la singularité et l'unicité des lieux pour ensuite affirmer ces spécificités et ce qui fait vraiment leurs caractéristiques. Et c'est vraiment cette approche globale des patrimoines. De plus en plus, par exemple, les élus, quand ils nous présentent leur projet patrimonial, y intègrent le patrimoine naturel, y intègrent la biodiversité. Et cette question même sur ce qui fait patrimoine dans la commune est souvent la première pierre du projet. C'est-à-dire casser un petit peu cette image qu'on a parfois très prégnante de patrimoine égale monument historique,
pour renverser sur patrimoine aussi porté par la communauté et la culture commune, l'objet culturel commun dans un lieu, dans une cité qui va rassembler et comme il a été dit, travailler sur la cohésion à partir de la culture partagée. On est également sur ce souhait de mobiliser l'ensemble des acteurs de la cité. Je l'ai dit, on est sur un projet qui va s'intéresser évidemment à ce qui est public, mais également qui va travailler avec les acteurs privés de la cité, les habitants, les propriétaires, les commerçants, et également avec l'ensemble des acteurs. On a aujourd'hui, à partir de l'entrée patrimoniale, des communes qui vont travailler évidemment sur la culture, le tourisme, l'urbanisme, le développement économique, mais qui vont aussi aller chercher des publics ou qui vont raccrocher le projet patrimonial, par exemple, à deux communes que j'ai en tête, Mauléon et Joinville, qui travaillent sur leur projet zéro chômeur longue durée, qui le nourrissent de leur projet patrimonial. Des communes comme Pouzauges, Petite Ville de demain, Petite Cité de caractère de Vendée, qui travaillent sur la place du 4e âge dans la cité et qui utilisent tout ce qui est fait dans le cadre du patrimoine et du récit commun pour travailler sur une démarche inclusive, justement, de la place des seniors du 4e âge dans la cité. Donc, vous voyez, il y a à la fois toute cette idée de travailler sur l'ensemble des publics et sur l'ensemble de la cité, pour vraiment que ce soit une entrée qui permette de fédérer et de travailler sur la cohésion locale et d'un territoire. Et puis des projets. L'idée même, et on le verra, c'est un des postulats, c'est-à-dire vraiment un des critères obligatoires de notre charte, de demander aux candidats et aux adhérents quel est votre projet et comment accompagner les communes en termes d'ingénierie technique et financière sur la mise en projet de ces patrimoines. Alors, ça prend des accompagnements, ce sont des accompagnements qui vont être très différents et qui peuvent être différents d'un département ou d'une région à l'autre, mais il y a toujours cette idée, c'est un des postulats presque, c'est à l'origine de la création de notre association, comment accompagner les élus dans les communes qui ont comme ça beaucoup de patrimoine, certes dans la protection et la gestion, mais dans la contribution de cette matière première patrimoniale au projet de développement du territoire, au projet d'attractivité, et on a beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre du dernier mandat, au projet durable de la cité. Donc, à partir de là, ce qui nous rassemble et ce qui nous lie, c'est une charte qui donne un petit peu le mode d'emploi. Donc, une charte de qualité qui est en accès sur notre site Internet, qui se construit en 2 temps, qui se construit à travers 5 critères préalables d'admission et ensuite une trentaine d'engagements. Et cette notion d'engagement, elle est fondamentale parce qu'on est bien sur l'idée d'avancer et d'accompagner la commune et les élus municipaux dans la construction, dans la définition, dans la mise en œuvre de leurs projets. On est beaucoup plus sur l'idée de qualifier une démarche plus qu'un résultat. Quand on va à la rencontre des élus, au début, c'est OK, on voit le patrimoine et ce que vous avez hérité du passé, mais maintenant, regardons vers l'avenir. Où est-ce que vous allez avec ce patrimoine? Donc, une charte qu'on révise régulièrement. La dernière révision a été faite en 2018 pour intégrer notamment 2 lois qui ont impacté notre projet, les lois NOTRe et Liberté Création Architecturale, LCAP, que vous connaissez probablement. Alors, 5 critères préalables, je les balaye rapidement. On est donc sur une taille de commune de moins de 6 000 habitants. Alors, on a mis un petit peu de souplesse sur ce critère parce que la création notamment des communes nouvelles a pas mal interrogé et remis en cause l'idée d'une commune de moins de 6 000 habitants. Donc là c'est une version simple, elle est un peu plus détaillée avec quelques possibilités, et notamment pour étudier les cas des communes nouvelles, mais on garde cette référence à moins de 6 000 habitants en termes de taille. On est sur un patrimoine de type urbain. Alors, on n'a pas voulu poser une définition scientifique, qu'on aurait pu le faire avec notamment les services de l'inventaire avec qui on travaille, mais on est plus sur illustrer en quoi le patrimoine, l'histoire, l'architecture, les fonctions de centralité justifient de rentrer dans un réseau qui s'appelle cité. Donc, une certaine souplesse, parce que ce qui fait cité dans une région n'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres. Je cite souvent, par exemple, l'exemple en Bretagne, une certaine vision de la cité avec une densité de population, avec un espace fortifié, avec les maisons à pans de bois, etc. Mais par contre, quand on est dans le Massif central où les pôles de centralité sont des rassemblements d'éleveurs, on a beaucoup moins de densité, des foirailles, des champs de foire. Donc, les caractéristiques peuvent vraiment changer d'une région à l'autre. Quand on était dans le Grand Est, s'est posé la question, est-ce qu'une cité de la reconstruction qui n'a plus rien d'antérieur au XXe siècle peut être une petite cité de caractère? La réponse est oui, parce que ça raconte une histoire de cité, et c'est ça qui nous intéresse. On est sur, au minimum,
une protection au titre des monuments historiques qui va générer le périmètre des abords. Donc, on est sur un espace qui va être régulé, où les interventions sur l'espace public vont être régulées. Et si on ne l'a pas au départ, on a 3 communes aujourd'hui qui n'ont pas de protection AMH, mais qui ont un site patrimonial remarquable. Si on n'a pas au départ le site patrimonial remarquable, ça va faire partie des engagements. Donc, travailler sur une vision à long terme de la cité et de son patrimoine et poser une règle commune qui va s'appliquer à tous sur les interventions sur l'espace public et ce qui est visible depuis l'espace public. Ça fait partie des supports et des piliers de notre action. Et derrière, un dialogue constructif avec notamment les services de l'État en département ou en région et évidemment les architectes des bâtiments de France. On est donc sur l'idée d'un projet global et pluriannuel pour la valorisation des patrimoines matériels et immatériels. Et puis, parce qu'on a de plus en plus une dimension touristique, de voir également comment on travaille avec les acteurs du tourisme sur l'accueil dans la commune, sur la présentation du patrimoine, sa mise en récit, les outils pour aller à sa découverte, etc., etc. Donc ça, ce sont les 5 critères préalables. Et ensuite, on est sur une notion d'engagement. Alors, j'ai repris là juste les familles. Après, tout ça est détaillé dans la charte, mais engagement en faveur, donc, l'espace public, le bâti public, avec cette idée évidemment d'exemplarité des interventions de la commune sur son propre patrimoine. Et également, Roger en a parlé, quelque chose sur lequel on communique beaucoup parce qu'on trouve que ça illustre bien cette idée que certes, on s'intéresse à ce qui vient du passé, mais résolument, on construit des cités tournées vers l'avenir. Comment on réutilise des édifices patrimoniaux vers de nouveaux usages qui correspondent aux attentes des acteurs économiques, de la population, etc., etc. Donc, comment ici, d'un ancien château, on a fait la mairie, comment ici, d'une ancienne prison, on a fait un espace culturel, d'anciennes halles, on a fait une médiathèque. Tout ça, ça fait vraiment partie pour nous des projets et des opérations qui illustrent bien l'action des petites cités de caractère. Toujours également, souvent je dis que c'est le moment de bravoure des élus, mais comment on associe les acteurs privés, tous les habitants, comment d'une règle commune, on n'est pas sur une somme de contraintes, mais bien une somme de recommandations pour que chacun fasse des interventions qui s'inscrivent également dans une globalité, dans cet objet patrimonial global qu'est la cité. Accueil du public, animation. Et puis, on l'a dit aussi, on l'a mis dans notre charte, la vie du réseau. C'est-à-dire que ces échanges, ces interactions, ces partages d'expériences, ces mutualisations de moyens font aujourd'hui partie des engagements des communes quand elles viennent dans les petites cités de caractère. Est-ce qu'il y a à ce stade quelques questions? Valérie, tu vois qui suit les questions? Oui, il y a 2 questions. Donc, une qui vient d'arriver pour savoir si une commune qui a plus de 6 000 habitants, mais que le secteur protégé englobe moins de 6 000 habitants, est-elle éligible aux petites cités de caractère? Alors, on est dans le cadre qu'on a maintenant à traiter avec les communes nouvelles, puisque quand on a des grosses fusions de communes comme on a eu dans certaines régions, on ne peut pas travailler sur la commune et donc on est sur la notion de commune déléguée. Et quand les communes déléguées, on sait que, bon, on ne sait pas trop où ça va, mais on sait qu'a priori, elles sont amenées à évoluer, peut-être à disparaître. Donc, on se rabat sur l'espace protégé. Donc, le site patrimonial remarquable qui, par définition, définit le périmètre d'un patrimoine remarquable. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, c'est possible et on regarde à cette échelle-là. Après, on connaît aussi les caractéristiques des petites cités de caractère, c'est-à-dire effectivement cette idée de cité, cette idée de centralité, cette idée d'être au cœur d'un bassin de vie et de mettre le patrimoine au cœur du projet de développement. Dans la précédente version de la charte, le critère de population était le premier critère pour déjà faire un premier filtre. Aujourd'hui, on l'a pondéré, ce n'est plus le premier critère, parce que justement, on sait qu'on a des cas de figure où on va étudier la situation au cas par cas. Une autre question pour Monsieur Bataille. Donc, c'est une question qui a été posée tout à l'heure pendant la présentation d'Hervé. Donc, la question, c'est quel dispositif pour le classement du patrimoine bâti? Est-ce que c'est un SPR, un périmètre des monuments historiques? Donc, on l'a en partie évoqué avec Laurent, cette question-là. Et ce cadre a-t-il été amené à évoluer dans le cadre de votre travail sur le patrimoine et la labellisation de petites cités de caractère?
Alors, nous étions au départ avec des périmètres de protection, les périmètres de 500 mètres. Nous avions 3 monuments historiques classés avec une superposition de ces protections. Et effectivement, cela a évolué parce que nous sommes dotés d'une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine pour travailler sur le concept PCC. Et ça nous a amené à définir un périmètre cohérent pour la protection de l'ensemble du bâti. Donc, une évolution extrêmement positive parce qu'encore une fois cohérente par rapport au bâti existant et donc beaucoup plus facilement compréhensible pour les habitants. Et si je peux compléter, c'est vraiment, et on le voit avec tous les retours d'expérience des petites cités de caractère, c'est vraiment là une charnière, ou en tout cas quelque chose de fondamental dans le projet des petites cités de caractère. C'est-à-dire qu'on demande à avoir que toutes nos communes aient cet outil, alors ex-AVAP et maintenant site patrimonial remarquable plutôt avec un PVAP, donc plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, même si quelques-unes de nos communes ont le niveau de protection au-dessus, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et l'action de nos communes, une fois qu'elles ont cet outil qui permet de travailler sur le long terme, on sait qu'on est sur des temporalités longues. On a quelques exemples aujourd'hui, vitrine de nos réseaux, c'est 40 ans de travail, c'est une façade rénovée, restaurée après l'autre, et parce qu'on est sur le temps long, on change vraiment la configuration ou la cité. Mais justement, comment transformer cet outil qui est au départ plus pour faire de la conservation et de la gestion en outil de développement. Et tout le travail sur la pédagogie, partager ses règles, avec des temps parfois très conviviaux, des animations, des randonnées découvertes, des fois les architectes de bâtiments de France qui se proposent pour faire des visites guidées pour vraiment révéler le patrimoine. Comment ensuite accompagner les pétitionnaires, le rôle des architectes conseils qui peut prendre différentes formes en fonction des petites cités de caractère, les aides financières, le travail avec la Fondation du patrimoine. Enfin, tout ça fait vraiment partie du projet pour encore une fois, passer de quelque chose qui est souvent perçu comme une somme de contraintes à une somme de recommandations et accompagner les pétitionnaires pour qu'ils comprennent le sens et qu'ils relaient d'autant plus. Plus ça prend sens, plus c'est relayé et facilement dans les communes. Une autre question à laquelle Juliette souhaite répondre directement, c'était en rapport avec une question pour une commune qui est Petite Ville de Demain, qui a plus de 12 000 habitants et qui du coup ne peut pas prétendre à entrer dans le réseau des petites cités de caractère. Sur quel volet elle peut être accompagnée pour valoriser son patrimoine? Merci Valérie. Effectivement, alors comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idée du partenariat entre Petites Villes de Demain et Petites Cités de caractère, c'est aussi de permettre à toutes les petites villes de demain de bénéficier des retours d'expérience et d'un certain nombre d'apports méthodologiques que porte le réseau Petites Cités de caractère, même sans être dans ce label, mais ça je laisserai Valérie et Laurent revenir dessus plus précisément. Donc ça c'est un premier point, c'est bien l'objet du partenariat, et quand je parlais de locomotive, c'était cette image-là que j'avais en tête. Après, comment être accompagné? Alors le premier point, comme toujours, c'est de vous rapprocher des services de l'État, donc notamment le préfet de département et ses services, et puis dans les nombreux partenariats qu'on a la chance et le plaisir d'animer dans le cadre de Petite Ville de Demain. Je pense au réseau, un autre réseau qui est Cité Remarquable, qui peut peut-être correspondre à votre envie. L'idée dans les partenariats, ce n'est pas d'être prescriptif là non plus, mais vous puissiez aller piocher aussi en fonction de la vision qu'ont les élus, de là où ils ont envie d'aller. Et on sait bien que voilà, chaque partenaire, et notamment les associations d'élus comme Petites Cités de caractère, portent une vision affirmée qui est fort légitime. Et voilà, donc l'idée, c'est que chaque élu, chaque territoire trouve aussi le partenaire avec qui il a envie de travailler. En tout cas, sachez que dans la dimension patrimoniale, il y a également Cité remarquable qui peut peut-être correspondre au type d'accompagnement que vous souhaiteriez. Mais encore une fois, l'idée, c'est bien que même si vous ne pouvez pas vous engager dans la labellisation Petite Cité de caractère, vous puissiez quand même bénéficier de la richesse des enseignements et du réseau. Dans les travaux également, on travaille tous ensemble, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence, bien au contraire. Plusieurs de nos communes aussi ont donné suite à la proposition de la Fédération des parcs naturels régionaux d'organiser des résidences étudiants architecturales dans les communes, là aussi pour faire des laboratoires d'idées.
Nous, on a mis dans la corbeille des propositions d'accompagnement qu'on avait développées pour le réseau, on va revenir là-dessus, et qui ont dit, mais si ça intéresse des petites villes de demain, on peut aussi les partager. Enfin, ça fait vraiment partie d'une boîte à outils assez importante pour accompagner, et pas que les petites cités de caractère. Une autre question, alors je ne sais pas s'il faut l'aborder maintenant, mais une question par rapport à des coopérations éventuellement à faire avec l'Europe, enfin au niveau de l'Europe. Je ne sais pas, Laurent, si on l'aborde maintenant. Donc, c'était la question de savoir si notre association mène des coopérations en Europe, notamment parce que la personne qui pose la question travaille depuis une dizaine d'années maintenant avec Cités Cités Remarquables et souhaiterait éventuellement évoquer un projet de collaboration avec nous. On pourra en reparler, effectivement. On a des actions aujourd'hui, et d'ailleurs Roger est le mieux placé pour en parler, mais qui sont plus ponctuelles, qui ne sont pas forcément cadrées, conventionnées. Pour tout vous dire, en toute transparence, on va d'ailleurs enchaîner avec une autre visio sur une coopération avec la Chine que l'on a depuis plusieurs années. Mais pas aujourd'hui de projet structuré. On est nous-mêmes pourtant d'ailleurs labellisés experts, d'ailleurs je ne sais plus en quoi, en tourisme, patrimoine, urbanisme auprès des affaires étrangères sur la coopération décentralisée, suite justement à plusieurs actions qui ont été conduites par les communes ou dans le cadre des programmes européens. Je pourrais compléter, Laurent, effectivement, avec cette coopération que l'on essaie de construire depuis quelques années avec l'Italie. Il est possible que cette année 2022, où la France assure la présidence de la Commission européenne, nous ouvre effectivement des projets de coopération beaucoup plus larges avec différents pays européens. Donc, c'est quelque chose qui peut se construire, qui n'est pas encore complètement structuré aujourd'hui. Mais ça fait partie de ce que nous pourrions faire et que nous aimerions faire, effectivement, parce que c'est un enrichissement également pour nos territoires et toujours cette notion de réseau et de problématiques dont on s'aperçoit très bien qu'elles sont partagées dans d'autres pays sur les questions qui nous rassemblent. Je vais enchaîner avec vous présenter rapidement notamment le projet de l'association, puisque à partir de tout ce que je vous ai dit, nous, on travaille notamment dans 3 grandes directions. Donc, j'en ai parlé, cette notion, l'approche en matière d'ingénierie pour mettre le patrimoine au cœur du projet. Et à partir de là, on va les regarder après, les quelques ressources et puis les partenariats. L'idée aussi, on ne va pas trop le développer aujourd'hui, mais on fera… Alors, juste quand même, sur le projet, le prochain webinaire qu'on vous proposera sera vraiment centré sur cette thématique, c'est-à-dire à partir de retours d'expériences techniques, politiques, partenaires, concrètement, comment, en termes de méthode, on avance dans les communes pour construire comme ça ces projets pluriannuels. On dédiera l'entièreté du prochain webinaire à cette thématique. On ne va pas trop en parler aussi, on en reparlera également dans un autre webinaire, mais il y a derrière le projet Petites Cités de Caractère toute une stratégie touristique qui vise justement à positionner les petites cités de caractère sur la carte des destinations touristiques autour d'un produit touristique, un produit culturel et durable. L'idée à travers le produit de base, une randonnée urbaine, de raconter l'histoire de la cité, de ses patrimoines et de ses habitants, travailler vraiment sur la rencontre avec tous ces patrimoines dans les cités, et puis une stratégie en matière de communication, de partenariat, d'animation, etc., etc. Donc là aussi, on fera un zoom sur le tourisme. Et encore une fois, je le redis, le tourisme comme une conséquence du travail sur l'attractivité. Là, on a vraiment, nous, un projet où le tourisme vient dans le cadre d'un travail sur la globalité. On ne travaille pas, quand on a une commune qui commence à ne plus construire son projet patrimonial, développement, urbanisme économique que avec le public touristique, on s'interroge sur est-ce qu'on est encore dans une petite cité de caractère. Et puis, troisième grand axe, on l'a dit, créer des partenariats, faire vivre un réseau. Aujourd'hui, alors on a mis à l'écran les principaux partenariats qu'on a au niveau national, parce qu'il y a également beaucoup de partenariats au niveau des régions et des dynamiques régionales. Ministère de la Culture, cohésion des territoires, transition écologique et solidaire. On a beaucoup travaillé lors du précédent mandat et ça se prolonge aujourd'hui sur quand on valorise son patrimoine, ses habitants, quand on reconstruit la cité à partir de la cité ancienne, on est complètement dans une démarche de développement durable.
et on a aujourd'hui toute légitimité à revendiquer le côté durable de notre travail. Les grands partenaires, donc ANCT, on en a parlé un petit peu depuis le début de notre webinaire. Écoquartier, justement, avec qui on avance sur cette dimension durable et comment aujourd'hui on peut travailler sur la rencontre entre la ville historique et la ville durable, qui souvent d'ailleurs sont appréhendées de deux façons différentes. L'idée justement étant de travailler sur le même espace. On suit par exemple plusieurs expérimentations d'écoquartiers dans des espaces protégés au titre de monuments historiques. Et on voit aussi les difficultés à avancer de concert dans des démarches qui avançaient jusqu'à présent souvent en parallèle. Avec notre partenaire OPCI, donc Office du patrimoine culturel immatériel, tout le travail pour agréer tout ce qui relève de la dimension immatérielle du patrimoine au projet. De la même façon, avec les métiers d'art, la dimension métier, savoir-faire, aussi bien dans la préservation, l'identification des patrimoines qui caractérisent un territoire, que dans l'identification et la préservation de certains métiers qui sont indispensables pour travailler sur la restauration. La Fondation du patrimoine, là aussi, un partenaire historique de notre association avec qui on avance et qui nous permet de sensibiliser et de travailler avec les acteurs privés. Et puis les CAUE, on vient de signer une convention nationale avec la Fédération nationale des CAUE, mais qui prolonge un travail et un partenariat historique et de longue date dans les territoires entre les CAUE et les petites cités de caractère. Et on est, nous, des structures légères, des structures d'animation, mais par contre, cette dimension d'agréer les partenaires autour des équipes municipales et des techniciens chefs de projet dans la construction et l'animation des projets fait vraiment partie totale et complète de notre mission. J'avance rapidement la partie suivante pour vous présenter justement les outils. Ça, ce sont les outils que l'on propose aujourd'hui dans le cadre des petites cités de caractère et qui sont ouverts également aux petites villes de demain. On a mis, mais tout sera mis en ligne, donc vous aurez le temps vous pourrez aller, sur notre site internet ou à travers ce support-là, récupérer les coordonnées ou trouver les documents. Donc, plusieurs documents qu'on a réalisés pour mieux connaître le projet. Donc, on a fait, pour accueillir les nouveaux élus en 2020, nouveaux élus municipaux, ce guide de l'élu qui se présente sous la forme d'une pochette avec beaucoup de fiches qui reprend et de façon beaucoup plus détaillée tout ce que l'on vient de balayer rapidement là depuis 1 heure, et complété par une série de vidéos. Alors, c'était vraiment pour accompagner les premiers pas et bien identifier le qui fait quoi dans le paysage patrimonial, mais aussi bien en matière de commerce, l'architecte des bâtiments de France, sa mission, à quoi il sert, son rôle dans le paysage, à quel moment le solliciter, comment travailler avec ses commerçants. Vraiment, là, on a une trentaine de vidéos très thématiques pour des sensibilisations et les premiers pas dans une thématique. Souvent également, on nous pose la question, qu'est-ce que ça rapporte d'être petite cité de caractère ? On a interrogé les élus à la fin de leur mandat en 2019 et on leur a posé la question, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être petite cité de caractère? Comment évaluez-vous, vous, en tant qu'adhérent, votre commune dans les petites cités de caractère? Et ça a été mis sous la forme d'une petite publication, une enquête sur les impacts de la marque. Alors, c'est une enquête interne, hein, mais c'était vraiment l'idée d'une auto-évaluation sur justement l'impact d'être petite cité de caractère sur la fréquentation touristique, sur la relation des habitants au patrimoine, sur la visibilité, etc., etc. Donc, c'est différents documents. Là, on les reprendra dans le détail, mais plusieurs documents aussi pour accompagner la définition et la mise en projet du patrimoine. Donc, une note méthodologique avec un petit peu un parcours pour faire le programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels. On est en train de travailler avec l'ANCT sur une projetotech, c'est-à-dire véritablement faire remonter les très, très nombreuses expériences innovantes, les projets inspirants que l'on a dans nos communes, et ils sont nombreux. Et de capitaliser ça à travers une base de données, des fiches techniques, une série de films, et c'est l'approche suivante. Chaque fois qu'on a vraiment un projet qu'on trouve inspirant, est-ce qu'on ne peut pas faire une capture aussi en images? Et on a fait comme ça une collection sur l'idée de revitaliser son économie, son centre-ville à partir d'un projet patrimonial. L'exemple d'Hervy, par exemple, fait aujourd'hui l'objet d'un film dédié, et c'est une collection qu'on enrichit régulièrement de projets qui nous remontent du terrain. Et puis, régulièrement, on fait également des fiches techniques qui sont à votre disposition, qui peuvent être soit sur des choses, alors pour le coup, très pointues, parce que là, par exemple, au moment où
où on commençait à sortir des confinements. On en a fait une pour rappeler les règles d'occupation temporaire du domaine public. Parfois, on en avait fait une, il faut d'ailleurs qu'on la réactualise sur les microfolies, où est-ce qu'on en est. On en a fait sur comment organiser une manifestation dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Vraiment des fiches techniques qui sont à la disposition de tous. Pour nous suivre, plusieurs outils également qui sont accessibles à tout le monde. Une lettre d'information à laquelle tout le monde peut s'inscrire sur le site Internet. Plusieurs présences dans les réseaux sociaux. Et dans notre stratégie réseaux sociaux, on a aujourd'hui distingué ceux qui sont vraiment à destination du grand public, plus pour faire la promotion des petites cités de caractère en tant que destination. Et puis ceux qui sont plus des espaces pour la communauté professionnelle, notamment LinkedIn, qui là est plus sur des informations professionnelles. Mais le gros outil, et qui a vraiment été construit pour ça, pour faire le lien entre l'actualité des associations, les appels à projets, tout ce qu'on voit passer, et élus et techniciens dans les communes, c'est la lettre d'information. Là, c'est vraiment un outil interne, c'est absolument pas un outil qui présente les petites cités de caractère sous l'approche plus touristique pour inviter les gens à venir et à découvrir. Et puis le site internet, qu'on va réactualiser, c'est un de nos chantiers 2022, mais qui également, c'est là qu'on met dans différentes rubriques toutes nos documentations et la plupart de nos informations. Quelques éléments aussi pour approfondir les sujets, notamment là, il y a deux entrées qui renvoient à des travaux qu'on a un peu poussés là, ces derniers mois. Le premier sur la place du patrimoine culturel immatériel dans la définition d'un projet de développement de territoire. Où ça, c'est vraiment pour nous un enjeu de nourrir une approche très monumentale encore et très travailler sur le visible, comment dans un projet municipal, on nourrit également de tout ce qui est invisible. Et l'invisible, c'est aussi bien le culturel, les chants, les danses, le gastronomique, les savoir-faire, les métiers, les histoires des gens. Enfin, il y a comme ça tout ce qui relève du patrimoine immatériel. Donc, avec notre partenaire au PCI, on a travaillé sur un programme spécifique, Caractère, patrimoine vivant des petites cités de caractère, qui est présenté donc sur le site, et une base de données RADO qui se nourrit de toutes ces contributions. Et également un gros travail qui a fait l'objet d'une publication, on reviendra là-dessus aussi dans le cadre d'un webinaire, puisque quand on a révisé notre charte, on a beaucoup regardé où est-ce qu'on en était dans notre réseau, mais au-delà aussi des questions de la participation citoyenne, et notamment des droits culturels. Et on a travaillé beaucoup sur cette idée, comment avancer sur placer les personnes au sens tous les acteurs de la cité et le patrimoine au cœur du projet de territoire. Et ça a fait l'objet d'une publication là en fin d'année sur une brochure à travers 20 témoignages qui illustrent comment dans nos communes, la participation des habitants nourrit, voire même sublime, toutes les étapes d'un projet. Et comme le disait Roger dans son introduction, passer dans nos communes d'un projet à 2 dimensions, l'élu, l'expert, à un projet à 3 dimensions, l'élu, l'expert et les habitants. Et moi, ils ont eu des mots tendres avec moi, parce que pour le RP, ça va. Des questions? Si, il y a une question qui a été posée, donc peut-être pour Emmanuel. Dans le cadre de l'accompagnement à l'ingénierie prévu dans la convention signée avec la NCP pour Petites Villes de demain, quels seront les outils méthodologiques mis à disposition des Petites Villes de demain? Donc, Laurent a présenté déjà ce que nous, on pouvait mettre à disposition, mais est-ce qu'il y a d'autres outils? Oui, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles d'ores et déjà sur le site internet Petites Villes de demain, et on est en train de déployer une plateforme Osmose qui sera un véritable centre de ressources sur l'ensemble des sujets qui touchent aux questions de revitalisation. On a dans le domaine du patrimoine d'autres partenaires aux côtés de petites cités de caractère, comme Cité Cités Remarquables, la Fondation du patrimoine aussi, ça a déjà été cité, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui aussi apportent à la fois leur appui en ingénierie, mais aussi un certain nombre d'outils méthodologiques. Donc, je ne saurais les lister, mais beaucoup de choses sont d'ores et déjà en ligne, je le disais, sur le site, et le seront également aussi disponibles sur la plateforme des chefs de projet qui est en cours de déploiement et sur lequel on vous a déjà invité à vous inscrire à travers les modalités et les réponses apportées par Juliette Auricoste dans le fil de questions-réponses.
Désolée si je ne suis pas plus précise, mais le sujet est vaste. Oui. Une dernière partie pour lancer la suite, puisque suite il y aura. Déjà, insister sur ce que l'on vous a présenté là rapidement dans un tour d'horizon, dans le peu de temps que l'on a consacré. On pourrait, vous l'avez compris, en parler beaucoup plus longuement. Mais ce qu'on vous a présenté, ce sont vraiment les outils qu'on a travaillé avec l'ensemble des collègues et l'ensemble des élus à l'échelle nationale. C'est un cadre qui est très large et dans lequel les associations régionales évoluent, complètent, enrichissent. Il y a énormément d'outils qui vont être développés par les associations régionales. Et après, il y a une mutualisation du partage dans une approche plus horizontale entre les réseaux. Mais vous allez avoir dans les associations régionales toujours une partie du projet qui va être spécifique et qui va être nourrie des partenariats locaux, des conventions locales, de l'engagement, etc., des différentes communes dans l'association régionale, et qui peut se traduire aussi bien par des outils, comme on a mis à l'écran, en matière d'accompagnement sur les opérations patrimoniales. La charte qualité-restauration, par exemple, ça a été développé dans le département de la Sarthe, et c'est vraiment un zoom sur l'intervention sur le patrimoine dans ce département. Les plans d'aménagement patrimoniaux, ce sont ces programmes pluriannuels qui sont construits en Bretagne, où il y a vraiment un accompagnement, y compris financier, de la collectivité régionale sur ces projets formalisés. Des exemples que l'on retrouve à Joinville. Alors, je vous ai mis à Joinville pour illustrer aussi ce que peuvent apporter les communes elles-mêmes dans des opérations, dans des exemples inspirants à travers des fiches techniques. Et nous, quand on voit un bel exemple qui vient du réseau, on le partage et on le porte à connaissance. Caractère, donc un projet qui est en train de prendre une dimension nationale, mais donc qui est né par exemple en Pays de la Loire, qui est un peu le réseau pilote sur l'intégration du patrimoine culturel immatériel dans les projets de développement, ou des actions d'animation, j'en ai mis une, mais il y en a plein, qui sont travaillées à l'échelle d'une commune, d'un territoire de projet qui s'appelle parfois intercommunalité, parfois PETR, parfois département, ou parfois juste proximité géographique de communes, et toute une série comme ça d'animations. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources en région et le prolongement. Donc, une invitation à prendre contact avec les correspondants régionaux Petites Cités de Caractère. Donc, dans chaque région, on a aujourd'hui un technicien référent coordinateur du projet Petites Cités de Caractère. Et quand il n'y en a pas, c'est nous qui assurons en attendant qu'il y en ait un, puisque notre objectif est bien demain qu'il y ait un référent pour chaque région. Donc, ça, vraiment une invitation à prendre contact avec eux pour approfondir, pour prolonger, puisqu'ils sont vraiment nos relais en région et on travaille vraiment dans cette logique. Enfin, à travers les propos de Roger, c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous caractérise, c'est-à-dire que ça part des communes. Les communes nourrissent le projet régional, les projets régionaux nourrissent le projet national. Et c'est vrai que souvent, dans l'idée de label, on le voit sur les territoires, on a cette idée de quelque chose de très jacobin où le national va aller imposer sur les territoires. Nous, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que dans ce qu'on vous présente là, c'est né des communes, ça a été développé par les régions qui ensuite ont prolongé à travers l'association nationale tous les outils, tout le projet et toutes les règles du jeu. Peut-être avant de passer à la suite, s'il y a des questions, à nouveau. Oui, Laurent et Emmanuel, donc une remarque en fait d'une commune qui est petite cité de caractère mais qui n'est pas petite ville de demain, qui se sent terriblement frustrée. Est-ce qu'on peut rappeler justement l'accompagnement que peut porter la NCT à l'ensemble des villes de France, qu'elles soient petites villes de demain, petites cités de caractère ou pas d'ailleurs? Oui, effectivement, au-delà des programmes, la NCT intervient dans le cadre de ce qu'on appelle l'accompagnement sur mesure. Et pour cela, vous pouvez vous rapprocher du délégué territorial de la NCT, donc le préfet de département et ses équipes, qui saura vous dire de quelle façon la NCT peut vous accompagner, soit par un système de subvention, soit par la mobilisation de prestations dans le cadre de marchés à bon de commande qui ont permis de présélectionner ou de sélectionner des prestataires
prestataires qu'il est possible de déployer rapidement auprès de vous pour vous accompagner dans vos réflexions en matière de diagnostic territorial, d'association de la population, etc. Il y a beaucoup de thématiques d'intervention sur lesquelles l'ANCT peut vous accompagner. Petite précision quand même, ça intervient en complémentarité de l'ingénierie déjà existante dans les territoires. L'ANCT n'est pas là pour prendre la place de l'ingénierie locale que vous pourriez trouver auprès d'agences d'urbanisme ou autres acteurs, mais bien d'intervenir en complémentarité. Donc voilà, rapprochez-vous de vos interlocuteurs locaux en sein de préfecture ou de direction départementale des territoires, ils pourront vous renseigner. On a une question également, Anne, très précise, Anne Soula, donc, qui est notre collègue pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si, Anne, tu vois la question, mais dans l'espace question, il nous est demandé est-ce que l'édition du guide Petite Cité de caractère en Auvergne-Rhône-Alpes sera actualisée en 2022 et comment recevoir ce document pour le diffuser dans les bureaux d'info touristique? Donc, si tu peux répondre dans l'espace discussion à cette question. Sur notre présence en Corse, on attend que des communes nous invitent. On a eu quelques contacts, notamment avec des travaux d'étudiants de l'Université de Corte sur des communes qui pourraient être intéressés, qui ont d'ailleurs été sensibilisés. Mais nous n'imposons évidemment absolument rien à personne. Et toutes les communes qui sont dans notre association ont fait acte de candidature pour nous rejoindre. Et à travers l'acte de candidature, nous ont présenté leur patrimoine, leurs projets, etc. Donc, on avance petit à petit dans ces régions où on est peu présent, au moins sur la connaissance de ce qui nous sommes et ce que nous faisons. On a encore pas mal de travail comme ça, juste de présentation. Et après, eh bien, si ça intéresse des élus, la porte est ouverte, évidemment, si ça répond aux critères de la charte, du projet, etc. Et d'ailleurs, en Corse, ce qui ressort des contacts qu'on a eus, et comme dans d'autres territoires insulaires, c'est qu'effectivement, ça interroge aussi notre projet sur la place du patrimoine immatériel. Et c'est quelque chose, nous, c'est vraiment un axe de travail et on regarde avec l'État pour avancer là-dessus, c'est-à-dire comment, à un moment, définir un périmètre où le patrimoine serait connu comme remarquable, reconnu comme remarquable, avec une forte dimension d'immatériel, donc d'invisible. Ça, c'est un beau challenge, un beau sujet, et sur lequel on espère avancer avec quelques communes pilotes. Roger, je ne sais pas si on va glisser doucement, mais sûrement vers la conclusion. Oui, il y a eu des questions. D'abord, une présentation très complète. Merci Laurent. Et les compléments d'information à la fois d'Emmanuel Lebris et de Juliette Auricoste, qui ont bien présenté le cadre. On voit combien, pour toutes les communes d'ailleurs, il y a à la fois les enjeux, mais les éléments de réponse qui permettront aux élus de pouvoir avancer sur le territoire. C'était bien l'objectif de ce webinaire de ce matin. Nous restons à disposition et Laurent et toutes les équipes de PCC pour apporter des réponses aux questions qui pourraient survenir à la suite de ce webinaire. Et effectivement, il va être suivi d'autres webinaires que je crois Valérie va nous présenter maintenant, ou Laurent, et qui vont permettre d'approfondir toute la démarche qui est la nôtre. Donc, merci à tous à nouveau pour cette grande participation ce matin et tout l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et aux petites cités de caractère. Oui, alors effectivement, on a eu pas mal de questions dans les questions-réponses au sujet d'autres volets de notre action, donc le volet touristique, le patrimoine culturel immatériel, etc. Donc effectivement, on n'a pas pu tout aborder ce matin parce que l'idée, c'était vraiment de présenter plutôt l'action et le projet Petite Cité de caractère dans son ensemble. Mais les webinaires qui vont suivre vont porter sur des sujets plus précis. Donc le prochain qui aura lieu le 1er avril permettra d'expliquer plus en détail comment on travaille, nous, sur le long et le court terme, notamment avec la notion de programme pluriannuel de valorisation des patrimoines. Et au cours de l'année, donc tous les 2 mois à peu près, on prévoira donc d'autres webinaires, donc un sur la mise en récit de sa cité, avec l'idée que, avant de porter un projet de développement,
il faut savoir quelle image on souhaite donner à sa ville. Et donc, le travail de récit, de mise en récit de sa cité est un préalable important. Un autre webinaire sur la participation des personnes, Laurent en a parlé un petit peu, avec l'idée que quand on travaille sur un projet de développement, il faut réussir à travailler aussi avec les habitants qui sont partie prenante en fait dans ces démarches-là. Et donc, on abordera en l'occurrence aussi la notion de droit culturel qui nous est chère. Et un dernier webinaire en fin d'année sur plus précisément le tourisme avec la stratégie qu'on a développée et en tout cas qu'on porte au niveau des petites cités de caractère, donc sur le tourisme culturel et durable. Voilà, donc l'ensemble des webinaires sera disponible en replay sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page régulièrement sur laquelle vous pourrez voir aussi les dates des prochains ainsi que les liens pour s'y inscrire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. On enverra, je pense, à l'ensemble des participants les prochains liens pour s'inscrire dans tous les cas. Et puis, vous remercier, comme l'a fait M. Bataille, pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez poursuivre les échanges, notamment sur des candidatures, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi aujourd'hui sur ça. Donc, n'hésitez pas à prendre le relais sur les coordinateurs régionaux ou directement auprès de Laurent pour échanger. Merci à vous. Je suis en train de regarder les questions qui sont arrivées là pendant les dernières interventions. Un webinaire tous les 2 mois seulement. Ah ben, on a eu peur de vous saouler si on les faisait trop rapidement. Donc, et en même temps, on s'est dit peut-être aussi qu'il faudrait qu'on trouve une formule un peu hotline. Ça, c'est quelque chose dont on voulait également parler. C'est-à-dire que si à un moment, il y a des sujets clairement techniques sur lesquels vous ne trouvez pas de réponse, et nous, on peut apporter une réponse en partageant les retours d'expérience du réseau. N'hésitez pas à le faire savoir. Les webinaires, c'est quand même, vous voyez, assez facile à organiser, à mettre en place. Et on peut peut-être, nous, justement, apporter un peu de réactivité par rapport à des problématiques si on sent que ça peut intéresser, mais même si c'est que 10 communes, 10 chefs de projet. Après, il y a peut-être une piste à creuser là pour répondre aussi aux attentes et aux besoins des chefs de projet très concrètement, y compris sur des questions techniques. Emmanuel le disait, on est plusieurs partenaires. Certains d'entre nous vont être plus spécialisés sur le patrimoine naturel, certains d'autres vont être plus spécialisés sur la fiscalité, d'autres vont être plus spécialisés sur certains outils réglementaires. Et à un moment, s'il y a une des questions, on peut aussi regarder avec les autres associations ou fondations si on peut mettre en place une petite session comme ça rapidement pour répondre à vos questions. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête parce que notre idée, c'est vraiment de ne pas rajouter du temps de réunion à des agendas déjà bien chargés, mais d'apporter des réponses aux questions qui sont posées sur les territoires. Donc, n'hésitez pas, si à un moment on peut apporter quelque chose et qu'on voit qu'il y a un sujet qui peut soit être traité, soit réorienter une présentation qu'on a prévue, soit à un moment dire, bon, ben, on a plusieurs demandes qui vont dans ce sens-là, on met en place un truc en avant. Est-ce que le label PCC permet à terme de débloquer des financements pour la valorisation du patrimoine dans certaines régions? C'est là qu'on a vraiment des spécificités et des particularités d'une région à l'autre qu'on a aujourd'hui, mais ça dépend des régions et ça dépend notamment de l'accompagnement des départements et des régions. Parfois même, c'est des conseils départementaux. Dans l'Orne, dans la Sarthe, aujourd'hui, il y a des lignes fléchées, petites cités de caractère, dans les accompagnements départementaux. Ça dépend des régions. On a des conseils régionaux aujourd'hui qui ont ouvert des lignes spécifiquement pour les petites cités de caractère. On a quelques fonds également d'État, mais ça dépend des régions. On a quelques-unes de nos petites cités de caractère, par exemple, qui peuvent bénéficier de fonds massifs, notamment en Auvergne. Enfin, et on a également des fonds européens qui ont pu être mobilisés, notamment, je pense à du fonds FEADER, par des communes parce qu'elles étaient petites cités de caractère. Ça se traite pas à l'échelle nationale, puisque l'accompagnement qu'on a avec Petites Villes de Demain et la NCT, il est plus sur des moyens et c'est plus pour nous le gros plus positif, c'est la possibilité de nourrir l'ingénierie que véritablement des enveloppes financières. En Occitanie,
On arrive là depuis quelques mois. On arrive de façon importante. L'association Petite Cité de Caractère Occitanie existe maintenant depuis 3 ans, je crois, et on va bientôt atteindre le volume de communes à l'échelle de la région, alors qu'il est largement en dessous du potentiel de cette région si riche en patrimoine. Mais on commence à parler de l'ouverture d'un poste pour accompagner les élus qui, pour l'instant, portent l'animation et le développement avec nous du réseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est dans les temps, c'est magnifique. Roger, à vous la conclusion? Eh bien, Laurent, vous avez apporté à l'instant des réponses à des questions spontanément qui montrent bien combien nous sommes dans une démarche constructive, dans une démarche d'accompagnement. Et c'est ça qui nous caractérise, c'est cela qui est important, et en particulier dans ce partenariat que nous avons avec l'ANCT. Donc, vraiment, nous sommes à disposition pour vous accompagner, vous répondre, que vous soyez petite cité de caractère, comme ça a été dit, ou pas. Mais j'ai vu à travers les différents messages qui passent qu'il y a un intérêt pour les petites cités de caractère. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et je crois que ce que nous présentons, mais j'en suis convaincu, c'est plus que de croire, que nous sommes véritablement dans une démarche d'actualité, dans une démarche qui répond aux attentes, non seulement aux attentes d'élus, mais aux attentes d'habitants dans les territoires ruraux. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir, et notre réseau va encore se développer à travers ces dispositifs. Je note aussi que la déclinaison des webinaires qui est prévue dans les mois qui viennent, peut-être plus rapidement d'ailleurs eu égard à la demande, cette déclinaison des webinaires est un enchaînement, un approfondissement de ce que nous sommes, mais aussi vraiment une réponse à tous les objectifs qui sont les nôtres dans cette démarche petite cité de caractère. Donc, je vous invite tous, dans la mesure de vos possibilités, à les suivre, mais vous pourrez les retrouver en ligne, comme cela a été dit, et nous restons vraiment à votre disposition. Donc, encore merci à tous les participants à l'ANCT, Emmanuel Lebris et Juliette. Merci à vous tous pour votre participation, et encore une fois, à votre disposition pour vous accompagner. À très bientôt.